Salut et fraternité à vous tous. Salut et fraternité à Robert Badinter. Salut et fraternité à Madame la Présidente. Et salut et fraternité à Bernard Cazeneuve, qui va donc prendre la parole. Merci à toi. Merci. Et je vous demande, bien sûr, d'applaudir chaleureusement Bernard, qui est un habitué des rencontres de la gauche et qui nous fait l'amitié aujourd'hui d'être parmi nous. Un grand homme aussi de notre pays. Merci Bernard d'être à nos côtés et de participer à cet hommage pour Robert Badinter. Merci infiniment pour votre accueil et merci de me donner l'occasion de m'exprimer devant vous. Lorsque Carole Delga m'a proposé de venir à Bram pour rendre hommage à Robert Badinter, quelques jours avant qu'il n'entre au Panthéon, ça vient d'être rappelé, j'ai immédiatement dit ma disponibilité, mais aussi ma grande joie de pouvoir célébrer avec vous l'une des plus éminentes figures de l'universalisme français. Nous sommes toutes et tous ici des maillons d'une longue chaîne. Comme aimait à le dire Léon Blum, autre grande conscience nationale dont le nom figurait sur la plaque apposée au bas de l'immeuble où Robert Badinter résidait à Paris, face au jardin du Luxembourg, et dont il avait vu Robert Badinter lycéen le nom injurié et la vie menacée au mur sali de la craie antisémite. Pour les héritiers que vous êtes d'une culture républicaine ancrée dans une longue tradition politique, cet instant d'hommage revêt un sens particulier, j'en suis convaincu. Il vient célébrer en terre d'Occitanie le combat courageux des abolitionnistes de la peine de mort pour que soit définitivement consacré par la loi le caractère intangible et sacré de la vie humaine. En 1981, par la volonté du président François Mitterrand, mais aussi par l'opiniâtreté de son garde des Sceaux, Robert Badinter, la justice et l'État renoncèrent à la peine capitale. Il s'agissait là d'un geste politique et moral par lequel la République inscrivait dans sa loi les valeurs les plus sacrées de la civilisation humaine. Déjà, en 1908, Jean Jaurès, député du Tarn, avait failli convaincre une majorité de parlementaires d'en finir avec la peine de mort. Il s'en était d'ailleurs fallu de peu qu'il parvint à inscrire ses pas dans ceux de la Convention. Le 4 Brumaire en 4, dans une assemblée où la terreur avait engendré l'exécution de beaucoup de ses membres et partout dans le pays de milliers de Français, les conventionnels avaient voté la première loi par laquelle la nation renonçait à la peine de mort. Mais ils avaient conditionné l'entrée en vigueur de l'abolition à l'avènement de la paix civile partout sur le territoire national, si bien que, au moment du Consulat, Bonaparte n'avait pas eu à déployer beaucoup d'efforts pour renoncer à ce grand projet. Quant à Jaurès, un siècle plus tard, il lui manqua le concours des circonstances les plus déterminés de ses soutiens abolitionnistes, ayant vu leurs ardeurs douchées par un crime abject commis quelques jours avant que n'intervienne au Parlement un vote pourtant considéré comme acquis. En 1981, lorsque la gauche accède au pouvoir, tout reste donc à faire. Certes, le nouveau gouvernement ne part pas de rien. François Mitterrand, candidat à l'élection présidentielle, a eu le courage d'aller à l'encontre du sentiment dominant du peuple français, ça se faisait à l'époque, en annonçant au mois de mars 1980 son intention d'abolir la peine de mort dans l'hypothèse où il serait élu. Dans l'esprit du nouveau chef de l'État, nul ne pouvait s'opposer à la volonté d'un homme lorsqu'elle aspirait à de nouvelles conquêtes pour le progrès humain. Son intelligence politique le conduisait aussi à considérer que rien de grand jamais n'était susceptible d'aboutir sans le concours des esprits les plus ardents. Parmi eux, il savait pouvoir compter sur Robert Badinter, l'avocat fougueux épris de justice et de droit, et dont la vie de défenseur, d'avocat, comme cela vient d'être rappelé, avait été consacrée tout entière au combat pour l'abolition de la peine de mort. L'un comme l'autre
aspirer à ce que la victoire d'une cause, dont l'ambition était éminemment universelle, se conjuguât avec l'avènement au pouvoir d'une espérance tant attendue. La mort avait marqué très tôt la vie de Robert Badinter. Il ne pouvait être indifférent à l'effroi qu'elle suscitait. Plus que tout autre, il savait les fils qu'elle rompait à tout jamais. L'humaniste en lui considérait que la peine capitale ne suffirait jamais à contenir les funestes desseins d'individus asservis à leur sombre nature et dont l'horreur des crimes pouvait porter la foule à la plus grande colère. De l'expérience, il avait appris que Patrick Henry, assassin d'un jeune enfant en 1976, était parmi ceux qui, 4 ans auparavant, criaient à mort aux portes du palais de justice de l'Aube, où les assises s'apprêtaient à condamner Roger Bontemps à la peine capitale. L'avocat n'avait donc pas le droit au repos. Il devait s'interdire le répit lorsqu'il s'agissait de proclamer l'espérance en une justice garante d'une conception élevée du droit et de la dignité humaine. La mort de son père, dans un camp de concentration après son arrestation à Lyon par le monstre Klaus Barbie, avait appris à Robert Badinter que le totalitarisme tue pour des raisons politiques et que l'État dans son ensemble se trouve alors placé au service d'une entreprise criminelle. Engendrée par la barbarie et la haine, l'extermination des Juifs, des homosexuels, des tziganes, des opposants au régime nazi avait signifié la négation du droit par l'asservissement de millions d'innocents à une mécanique implacablement meurtrière. Dans le temps long de l'histoire de l'humanité, la Shoah avait symbolisé la monstruosité dont les hommes pouvaient se montrer capables. Elle avait atteint Robert Badinter dans sa chair. Comment la démocratie, dès lors une fois rétablie dans ses institutions et dans ses principes, pouvait-elle perpétuer une peine dont l'usage politique arbitraire avait suscité tant de malheurs? Lors de nos déjeuners réguliers, rue Guillemets, Robert me disait sa tristesse de voir ressurgir presque intact un antisémitisme qu'il avait durement éprouvé dans les années 30 alors qu'il était enfant et dont il comprenait mieux que quiconque les ressorts nouveaux. Sa lucidité sur le monde le rendait plus ardent à vouloir en modifier le cours. Son optimisme, à lui, était hugolien. À ses visiteurs réguliers, il aimait rappeler cette phrase de Victor Hugo dont l'énoncé suffisait à résumer l'engagement d'une vie: on ne doit jamais priver quiconque du droit de devenir meilleur. L'avocat avait du mal à concevoir qu'on pût réduire un individu à ses fautes. De l'âme humaine, il avait rencontré toutes les vicissitudes et il savait que le jugement qui a de la valeur et qui protège chacun d'entre nous de l'arbitraire, ou plus prosaïquement de l'erreur judiciaire, est rendu sur le fondement du droit. Il affirmait avec passion que dans un état de droit, le droit ne peut passer que si tous les recours qu'il prévoit demeurent à la disposition de la défense jusqu'au terme de l'ultime procès. Il pensait que la démocratie se trouvait en grand danger aussi souvent que l'autorité de la chose jugée était contestée au motif que le jugement rendu au nom du peuple ne correspondait pas à celui attendu par la foule, car plus que quiconque, il savait que dans certaines circonstances, la foule peut trahir le peuple. Pour Robert Badinter, la passion du droit emportait une exigence, la recherche continue et absolue de la vérité, celle des faits, celle des actes, le refus des approximations lorsqu'il s'agit de décider du sort d'un être humain, plus encore la méfiance à l'encontre de préjugés qui peuvent faire tomber des sentences parfois à l'origine de graves erreurs judiciaires, évoquant Michel Serres, dont il était l'ami, et faisant avec lui que seules 2 espèces vivantes pouvaient tuer pour tuer, le rat et l'homme. Il lui arrivait de me dire « l'homme peut être un rat pour l'homme ». Parce que sa lucidité le conduisait à penser qu'il n'est pas de digue plus solide face à l'arbitraire et à la cruauté humaine que celle du droit et du droit international, Robert Badinter avait poursuivi son combat au-delà de l'abolition
pour que la dignité humaine fût définitivement protégée par la règle de droit voulue par le souverain. L'abolition de la peine de mort en France n'était une victoire que pour autant qu'aucun retour en arrière ne serait possible. En cela, elle ne constituait qu'une étape. Le combat devait donc se poursuivre inlassablement jusqu'à l'abolition universelle. En 1974, la France avait ratifié la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En 1981, elle avait été la dernière au sein de la communauté européenne à abolir la peine capitale. Sous l'impulsion de Robert Badinter et d'André Chandernagor, la nation avait accepté le principe du droit de recours individuel devant la Cour européenne des droits de l'homme. Pour que l'Europe fût indéfectiblement fidèle aux valeurs portées par ses pairs au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il fallait que l'adhésion au socle commun de ces principes intégrât le renoncement définitif à la peine de mort. Et ce fut chose faite lorsque les pays de l'Union européenne signèrent ensemble le protocole 13 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances, adopté en mai 2002. Le 15 décembre 1989, l'Assemblée générale des Nations unies avait à New York adopté le deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prévoyait l'abolition définitive de la peine capitale auquel la France adhérera en octobre 2007. À la fin de l'année 2024, selon les données du Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, 113 pays avaient complètement aboli la peine de mort, même si aujourd'hui, et on le voit aux États-Unis, beaucoup de courants populistes s'emploient à la faire ressurgir. Robert Badinter, le pessimiste raisonné, s'enorgueillissait à la fin de sa vie qu'un tel progrès eût été possible. En dépit des forces réactionnaires obscurantistes dont il mesurait encore l'offensive à travers le monde, il voulait croire ardemment qu'une certaine conception de la civilisation humaine aurait raison de ces mauvais démons par sagesse, mais aussi par conviction. C'est en vertu de ces principes qui avaient jalonné toute sa vie que Robert Badinter avait dépénalisé l'homosexualité en 1981 et redonné à des milliers d'êtres humains la place et la dignité à laquelle légitimement ils aspiraient. C'est guidé par ces valeurs et fidèle à l'héritage de César Beccaria qu'il incarnait une ambition pour l'Europe où le droit, une fois encore, contribuait à forger un idéal. Celui d'une démarche assumant son irrépressible attachement aux libertés fondamentales, celui d'une justice clamant sa foi en l'égalité et se dressant contre toutes les atteintes portées aux droits humains. Dans son esprit, le parquet européen et la justice pénale internationale devenaient les instruments de la protection des peuples face à toutes les violences qui pouvaient les soumettre ou les atteindre. En 2015, à l'Institut d'études politiques de Paris, où il avait accepté de donner une conférence sur l'abolition de la peine de mort, Robert Badinter, s'adressant aux étudiants rassemblés pour l'entendre, mais aussi tout simplement pour le voir, avait redit sa conviction. Sans emphase, il avait rappelé ces principes simples, auxquels il s'était tenu sa vie durant pour faire aboutir une cause à laquelle il n'avait jamais renoncé, celle de la suprématie du droit face à la force et de la dignité de la personne humaine comme fondement intangible de l'état de droit. Avec une sincérité poignante, il avait convoqué les grands ancêtres, les éclaireurs, ceux dans les pas desquels il avait décidé d'inscrire son propre combat. Robert Badinter avait la passion de l'histoire. Il savait que la mémoire des morts préside à l'action des vivants. Les faits souvent tragiques, qui jalonnaient le cours de l'histoire, entretenaient chez lui un pessimisme qui ne le faisait renoncer à aucun idéal. À son contact, nous étions condamnés à l'optimisme et à l'action.
Et c'était là d'ailleurs sans doute la seule condamnation dont il s'accommodait de la sentence. À un étudiant qui l'interrogeait sur les raisons pour lesquelles il n'était pas favorable à la perpétuité des peines, il répondait avec cette ferveur qui nous faisait vibrer qu'on ne peut enfermer pour la vie entière un être humain dans le réduit d'une cellule en le privant à tout jamais de toute espérance. On ne remplace pas la peine de mort par un supplice inhumain, ajoutait-il, on la supprime. Un point, c'est tout. Le courage est dans la foi laïque de la phrase d'Hugo qui indique la ligne de crête où marche l'humanisme, en prenant le risque à chaque instant de trébucher. On ne doit jamais priver quiconque du droit de devenir meilleur. On ne doit jamais priver quiconque du droit de devenir meilleur. Je vous livre cette phrase, qui est peut-être une part du testament de Robert Badinter, mais aussi une invitation à nous interroger humblement sur le fait de savoir si nous sommes toujours fidèles à cet héritage, lorsque, dans l'emportement de certaines postures ou dans la recherche d'une radicalité de confort, nous oublions qui nous sommes et parfois même d'où nous venons. Je vous remercie de votre attention. Merci d'applaudir Bernard. Merci beaucoup, cher Bernard.